On voulait également donc vous parler d'un autre type de dys, donc la dyscalculie, qui est donc un trouble des compétences numériques et des habiletés numériques. Donc c'est le terme un petit peu officiel qui est dans les programmes scolaires. Donc tout ce qui est habileté numérique, c'est la capacité d'apprentissage en fait du nombre et la capacité entre guillemets, jouer avec les nombres, donc utiliser l'opération, la logique et la réflexion pour résoudre des problèmes. On appelle les habiletés mathématiques. Il y a différentes formes de dyscalculie. Donc, la dyscalculie dite primitive, c'est une dyscalculie où la difficulté se porte pour les jeunes sur le sens du nombre, c'est-à-dire la valeur même du nombre. C'est difficile parfois de se rendre compte de ce que c'est quand on n'a pas ce type de problème et on a l'impression que ça n'a pas de sens ce qu'on dit, mais réellement pour certains jeunes et pour certains adultes, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier que ces enfants deviennent des adultes un jour, le chiffre, le nombre ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, si on leur demande si 12 c'est plus petit que 6 ou plus grand que 6, ils sont incapables de le dire parce que pour eux, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens ce mot-là. Tout ce qui est ce qu'on appelle la cognition numérique, donc il y a des atteintes à ce niveau-là, c'est un peu lié aussi au fait que le nombre n'a pas de valeur, mais aussi en fonction des quantités. C'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants où si on leur dit euh, combien contient une bouteille d'eau, 10 litres ou 1 litre, pour eux c'est pareil. Et ils peuvent très bien nous dire qu'une bouteille fait 10 litres et ils ne voient pas. Pour eux, il n'y a aucun problème là-dessus parce que la quantité en volume n'a pas de sens, mais la quantité en nombre non plus. Si on leur dit je te donne 5 euros ou je te donne 50 euros, pour certains, ça ne changera rien en fait. Donc quand on est enfant, c'est pas forcément un problème d'un point de vue monétaire. Quand on commence à devenir adulte, c'est beaucoup plus ennuyeux parce que forcément, c'est des personnes qui plus tard peuvent se faire malheureusement avoir par les gens instructés. Et du coup, c'est très difficile pour ces gens-là. C'est impossible même d'apprendre en fait le nombre, quoi. C'est pareil pour le temps, en fait, hein, 15 Ouais, minutes ou 1 heure. ça ne veut rien dire. Ouais. Et ils n'auront jamais la valeur, même avec l'habitude. Ouais. Ensuite, on a toutes les dyscalculies dites secondaires, donc avec la première, la lexicale, qui touche ce qu'on appelle la compréhension des consignes. Donc ça, souvent les classifications, elles sont faites par rapport aux difficultés qui sont observées dans le milieu scolaire. Donc effectivement, les enfants qui ont une dyscalculie type lexicale, ils pourront lire plein de fois la consigne. S'il n'y a personne pour leur reformuler, leur fournir des exemples, leur étayer, leur imager, ils ne comprendront pas tout seuls ce que ça veut dire. Et ça veut dire aussi que les adultes plus tard, voilà, ils ne comprendront pas forcément non plus tout ce qui peut être remplissage de documents, etc., parce qu'ils ne comprendront pas la consigne de ce qu'il leur est demandé dans le document. Ensuite, on a la dyscalculie dite visio-spatiale, qui est donc une dyscalculie où il va y avoir une difficulté au niveau de la représentation dans l'espace. Donc, ça va toucher au niveau des apprentissages aussi bien les nombres que les formes géométriques. Les enfants vont inverser l'ordre des chiffres, donc sur une bande numérique, ils vont pouvoir complètement les inverser. Il va y avoir aussi de la mise en miroir et de la confusion de formes. Pour la géométrie, un carré, un rectangle, un triangle, ça ne veut rien dire. Mhm. La fonction exécutive, donc la dyscalculie exécutive, elle va toucher tout ce qui est la logique en fait et la résolution de problèmes, notamment les problèmes dits à plusieurs étapes. Donc ça fait partie là encore aussi des compétences scolaires. C'est-à-dire on demande à un enfant normalement au niveau CE d'être capable de résoudre un problème à une étape, donc additionner deux chiffres. Et à partir du CM, on leur demande d'être capable de faire plusieurs étapes. C'est-à-dire, il faut être capable de d'abord faire une multiplication, utiliser le résultat pour faire une division, etc. Et les enfants qui ont ce type de dyscalculie ont de grandes difficultés dans la résolution de ces problèmes. Et souvent, ils n'ont même pas le sens de l'opération. Ça veut dire que pour eux,
diviser, multiplier, leur dire que les deux opérations sont inverses, c'est du chinois. Parfois, dans l'exécutive, ça touche pas que la dyscalculie, souvent d'ailleurs, hein. Du Oui, coup, tout ce qui est, même les tâches dans la vie courante, quand on donne 2 ou 3 actions à faire, oui, c'est pas possible. ils n'ont pas l'ordre des actions. Tout à fait. Il faut d'abord donner une étape, attendre qu'il le Ouais. réalise, donner la deuxième étape, attendre qu'il le réalise. Il peut pas, ça peut pas Mmh. être, euh, par exemple, d'abord tu enlèves les miettes de la table, Mmh. ensuite, d'abord tu ranges, après tu enlèves les miettes de la table et enfin tu la désinfectes. Il faut dire étape par étape et pas les trois étapes d'un coup. Et tous les jours. Et tous les jours. Voilà. Ça, c'est du vécu pour nous deux, là, je crois. Et enfin, la dyscalculie arithmétique qui touche donc le calcul et aussi la mémorisation à long terme. Donc, c'est des enfants où ils vont pouvoir réussir un jour parce qu'on leur a bien expliqué qu'on est bien resté avec eux à faire une addition et vous leur redemandez le lendemain de refaire le même type d'addition et il faudra recommencer. Ils n'auront pas mémorisé comment on doit aligner les nombres pour poser une addition, Et là aussi, on le retrouvera dans d'autres domaines. bien sûr. Mmh. Alors, pour ce qui est de Lucie, 18 ans, peut-être là, Claire, je te demanderais de m'aider sur tout ce qui est CP, PRE, etc. Parce que Ouais. je ne suis pas très Alors forte en là, addition. tous les sigles qu'on va vous donner, c'est les sigles que vous connaissez à travers, alors soit l'éducation nationale, soit la MDPH. Donc les premiers qui vont concerner Lucie sont liés en fait, à l'école. Mais peut-être une fois qu'on les aura vus tous, je vous redirai qui est lié à l'école et qui est lié à la MDPH. Donc, Lucie qui est donc atteinte de dyscalculie, qui a posé problème très très tôt. Donc, un PPRE, donc un programme personnalisé de réussite éducative, a été mis en place dès les années de CE, donc au tout début du primaire, afin d'adapter au mieux et d'aider au mieux l'enfant. Euh, Souvent, malheureusement, et c'est le cas dans cette histoire aussi, les enfants voyant que le jeune dyscalculique n'arrive pas à comprendre certaines choses, à retenir le temps qui passe, à voir, souvent, voilà, il y a des moqueries qui se mettent en place et un isolement de l'enfant qui suit. Le PPRE n'ayant pas dans ce cas apporté satisfaction, on va dire qu'il n'a pas résolu le problème, de un handicap, ça se fait pas pleinement comme ça. Mmh. Euh, une équipe éducative donc, a été mise en place. Donc, une équipe éducative est constituée de plusieurs personnes qui travaillent dans l'école, dont, et c'est là que je vais dire une bêtise, des Ouais, tout à fait. professeurs. Mmh. Alors généralement, dans cette équipe éducative, vous avez les professeurs, les parents et vous pouvez faire venir tous les gens du paramédical qui souhaitent, venir, parler de la situation, voire, même, s'il y a besoin sur certains handicaps, prendre des représentants d'associations, entre autres pour la phobie scolaire qui viennent, essayer d'éclaircir certaines situations et vous aider, en tant que parent à parler à l'équipe éducative, en fait. Elle doit être ouverte logiquement, aux gens que vous souhaitez faire rentrer. Donc, toute une équipe qui se met en place pour essayer d'adapter au mieux. À l'âge de 9 ans, donc au niveau CM, un plan d'accompagnement personnalisé a été mis en place donc, pour adapter les cours et l'accompagnement pendant les cours. Voilà, alors la différence entre le PPRE et le PAP, alors c'est toujours intérieur à l'école. Ça veut dire que si l'enfant change d'école, ça n'existe pas dans le alors ça peut exister dans le dossier de l'enfant, mais souvent ça disparaît, ça ne suit pas l'enfant. Le PPRE, c'est un programme en fait qui a été mis en place pour les enfants en rupture scolaire, sans, situation de handicap. Voilà, pour, des remises à niveau beaucoup, hein, ou pour, voilà, des enfants qui pourraient avoir des lacunes, mais par retard scolaire et pas pour une problématique liée à un trouble de l'apprentissage. Le PAP, est quelque chose où on reconnaît une difficulté d'apprentissage, donc c'est un plan d'accompagnement personnalisé qui est lié du coup à une difficulté particulière reconnue chez l'enfant. Logiquement, c'est comme ça que ça se passe. Donc à l'âge de 10 ans, un dossier MDPH a été monté pour la petite Lucie.
Et la seule adaptation, donc ça a été finalement l'autorisation d'utiliser la calculatrice et donc de ne plus faire de calcul ni mental ni posé. Et après, au collège, donc tout ce qui est lié finalement aux problèmes que la dyscalculie entraîne dans la vie elle-même, pas seulement dans l'apprentissage des mathématiques, mais dans l'organisation et dans la gestion finalement de la vie. Comme au collège, on n'est plus dans sa petite salle avec sa maîtresse ou son maître et que il faut arriver souvent plus tôt le matin, il faut changer de salle, de classe entre les cours. Pour un enfant dyscalculique comme Lucie, il y a de grandes difficultés à s'organiser et dans l'espace et dans le temps. Et du coup, des retards qui s'accumulent, un enfant qui se perd dans les locaux, en fait, tout simplement qui ne trouve plus la salle pour aller au cours suivant. Des difficultés à se justifier parce qu'évidemment, il y a des moqueries de la part des autres qui ne peuvent pas comprendre, en tout cas, qui n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse se perdre entre la salle de maths et la salle de français. Et du coup, des retenues et des punitions parce que même au sein de l'établissement, les surveillants et autres, parfois, ont du mal à comprendre ou ne comprennent pas du tout ce handicap et ne comprennent pas qu'un enfant, effectivement, puisse être en retard parce que il n'a pas su trouver les toilettes à temps et qu'il a fait un détour, je ne sais où, pour réussir à atteindre après la salle. Voilà, alors là, ce qu'on voit là, effectivement, c'est qu'au moment du dossier MDPH, alors dans cette histoire-là, il n'est pas apparu de PPS, que l'on verra après, qu'un projet personnalisé de scolarisation, qui est un document fait par la MDPH et qui, du coup, suit l'enfant quand il change d'établissement. Puisque là, au passage au collège, en fait, le PPRE, le PAP, bien sûr, n'a pas suivi. Donc, tout ce qu'on a vu, encore une fois, et c'est souvent le problème avec les handicaps invisibles, c'est qu'il n'y a eu aucune reconnaissance du handicap. Alors au début, il y a eu des tentatives d'adaptation, mais après, arrivé au collège, il y a eu une incompréhension totale de la part de ses pairs, des professeurs, des surveillants, et du coup, beaucoup de difficultés qui se sont accumulées, avec effectivement une très faible estime de soi, aucune confiance en elle. Une très grande fatigue liée à la difficulté finalement de s'organiser et être obligé tout le temps de solliciter une quantité d'énergie astronomique pour réussir à se repérer dans le temps, dans l'espace, avec au final une non-réussite de cela, puisque de toute façon, avec une dyscalculie, on ne peut pas se repérer dans le temps et difficilement dans l'espace en fonction de la forme de la dyscalculie. Et du coup, les moqueries, la non-considération de ces difficultés, la fatigue a conduit à une dépression. Et je ne l'ai pas noté, mais du coup, à voilà, une arrivée chez nous avec, pareil, toujours sur le format qu'on a expliqué tout à l'heure, sans aucune obligation de rien, mais un travail qui a été mis en place donc, pour l'estime et la confiance en soi. Donc, travailler par étapes, toujours, travailler en fonction des capacités du jeune, de ses volontés et de ses possibilités en fonction, en respectant son état de fatigue aussi, en acceptant qu'un jeune, quand il arrive à la sauce, s'il est trop fatigué et qu'avant même de faire quoi que ce soit, il veut aller s'allonger, chez nous, ça pose aucun problème. Donc une récupération finalement et une acceptation du handicap. Et aussi un travail aussi auprès du jeune pour que lui-même accepte le fait que ce soit un handicap. Parce que c'est difficile de se dire que jamais on arrivera à lire l'heure et à se repérer dans le temps et que jamais on arrivera à gérer tout seul comme un grand, entre guillemets, ses rendez-vous. Et malheureusement, quand on devient adulte, on est obligé de respecter les heures de rendez-vous, etc. Donc c'est tout un travail aussi pour réussir à accepter petit à petit ça, qui se fait, on a l'air de... Enfin, c'est du travail à long terme, hein, ça, évidemment. Mm. Et dans ce cas-là, donc il y a également eu la recherche d'adaptation. Donc comment faire pour trouver des astuces justement
qui permettent de ne pas rater les rendez-vous. Donc, la mise en place d'alarmes sur le téléphone dès qu'on prend un rendez-vous, avoir un agenda, regarder régulièrement son agenda, avoir une personne qui aide et accepter qu'il y a une personne qui aide pour gérer ça avec elle. Et il y a eu tout un travail aussi par son âge de recherche de voies professionnelles, donc sur trouver une filière professionnelle, notamment pour pouvoir avoir un métier qui soit adapté à sa personne. Alors c'est vrai qu'on se dit effectivement au niveau du temps, par exemple, en fait, elle met une alarme pour le rendez-vous et elle met une alarme quand elle doit partir. Sauf qu'en fait, pour calculer quand elle doit partir, alors souvent ils se disent: «Bah, je vais faire, sur Maps, le temps du trajet». Ça, ils peuvent encore le faire, sauf qu'après, au temps de rendez-vous, il faut enlever le temps du trajet. Calcul qu'ils ne peuvent pas faire. Mais non, Voilà, donc en fait, on a l'impression qu'informatiquement, tout peut les aider, mais non, il y a des blocages en fait, parce qu'en fait, même si on leur donne tout, ils ne font pas le lien entre les 2 informations, l'heure du rendez-vous, le temps de trajet pour pouvoir trouver l'heure où ils partent. Ça, il faut le faire avec eux souvent, sur des dyscalculie fortes, hein, bien sûr. voilà, c'est tout à fait pour ça que je disais, voilà, on recherche des moyens d'adapter avec Mmh, les outils, mais également il faut un aidant pour aider à gérer. mmh, C'était, t'as bien fait de le compléter parce que c'est par rapport à ça notamment qu'il faut quand même une personne quand la dyscalculie est profonde, effectivement. mmh.